Alors, comme symptômes, lorsqu'on découvre la maladie, les signes d'appel, généralement, on a des saignements. Des saignements par l'anus. Arrêtez de faire l'autruche. Faites-vous diagnostiquer. Faites-vous dépister. Vous avez déjà 45 ans. Demandez une coloscopie de prévention pour que on puisse vous mettre à l'abri de cette maladie qui peut toucher tout le monde. La mortalité est très importante. Vous savez, cette maladie a plusieurs stades. De manière générale, elle est diagnostiquée à un stade avancé, le stade 4, donc avec des métastases. Vous allez vous rendre compte que après, lorsqu'on calcule la survie à 5 ans, pratiquement 95% des personnes diagnostiquées sont décédées après 5 ans. Bonsoir docteur. Bonsoir. Docteur Patrick, comment allez-vous? Bien, merci. Docteur Patrick, ce soir nous allons parler d'un problème de santé publique, le cancer qui touche les gros intestins et l'appareil digestif. Nous connaissons le sida comme problème de santé publique, le paludisme, le diabète et aujourd'hui avec l'actualité, le virus, l'épidémie à virus Ebola. Mais est-ce que nous pouvons dire que le cancer du gros intestin et de l'appareil digestif est un problème de santé publique? Oui, nous pouvons effectivement dire que le cancer colorectal ou cancer du gros intestin est un problème de santé publique. Et la première raison, c'est de par sa fréquence. Vous savez que c'est un cancer qui est très très fréquent. En ordre de fréquence, lorsqu'on fait la liste des différents cancers, c'est le 3e cancer au monde après la prostate et le sein. Mais il n'y a pas que ça qui fait que ça soit un réel problème de santé publique. Il y a plusieurs autres raisons, essentiellement son incidence. Vous allez vous rendre compte que avec le temps, on observe que l'incidence de cette maladie, de ce cancer, est en pleine augmentation. En comparant les chiffres depuis 1979 jusqu'à 2005, on se rend compte qu'on a une progression pratiquement de 67%. Et cela vaut aussi par rapport à la mortalité. On voit qu'avec le temps, le nombre de décès liés au cancer colorectal est en pleine augmentation. Diapositive. Voilà. La troisième raison qui fait que on puisse situer ce problème, évoquer ce problème comme étant un véritable problème de santé publique, je pourrais dire que c'est essentiellement la mortalité. La mortalité est très importante. Vous savez, cette maladie a plusieurs stades. De manière générale, elle est diagnostiquée à un stade avancé, le stade 4, donc avec des métastases. Vous allez vous rendre compte que après, lorsqu'on calcule la survie à 5 ans, pratiquement 95% des personnes diagnostiquées sont décédées après 5 ans, lorsqu'on les a diagnostiquées avec des métastases. Donc, vous imaginez une mortalité de 95%, seuls 5% restent vivants. Alors que lorsque le diagnostic est posé quand même un peu plus tôt, au stade 1, on peut quand même avoir une mortalité acceptable. 6% des personnes sont décédées à 5 ans. Donc vous voyez que ça tue. Il y a des gens qui caricaturent en disant, lorsque on veut compter le nombre de décès dans certains pays, par exemple comme en France, liés au cancer du côlon, c'est comme si chaque année, il y a un avion qui crachait. Et pas n'importe lequel, les gros avions qui peuvent prendre plus de 700 personnes, vous voyez. Et donc, vous vous rendez compte que c'est ça, une mortalité très très importante. Diapositive. À part ça, le diagnostic de manière générale est posé tard. Donc la maladie évolue de manière insidieuse. Ce qui fait que lorsque le diagnostic est posé, c'est au décours des complications. Très chers téléspectateurs, là le docteur Patrick Ngoma est en train de nous présenter via les diapositives que vous suivez que le cancer qui touche le gros intestin et l'appareil digestif est un problème de santé publique. Il continue plus loin et là il va maintenant nous présenter la situation à Kinshasa. Docteur, vous pouvez continuer par rapport à la présentation de ces éléments qui démontrent que c'est un problème de santé publique, qu'on est réellement devant un problème de santé publique. Oui, merci. Donc j'aimerais préciser que
Pour dire qu'un problème, une maladie constitue un problème de santé publique, il y a plusieurs éléments qui entrent en cause, notamment une fréquence très importante. À part la fréquence très importante, il y a les coûts, par exemple, générés par la prise en charge. Il y a la mortalité qui peut être très importante. J'ai donné quelques aspects, évidemment, par rapport à la fréquence, à la mortalité, et cela en rapport avec les données dans d'autres pays. Ici, chez nous, il n'y a pas assez de publications, il faut préciser, hein. Voilà, je vais donner plutôt mon expérience personnelle. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de publications ici chez nous. En 2016, j'ai réalisé 128 coloscopies dans 2 centres, hein, essentiellement aux cliniques universitaires et dans un hôpital qu'on appelle la Candeur à Limité. De ces 128 coloscopies, qu'est-ce qu'il en ressort? Diapositive. Voilà. Je ne fais ressortir que l'aspect qui nous concerne aujourd'hui, donc les cancers et les polypes. Vous allez vous rendre compte que de ces 128 coloscopies, on avait une fréquence pratiquement de 9% de cancer. C'est assez énorme. Si que pour une seule maladie représente pratiquement le 10e, c'est beaucoup, quoi. Vous voyez, parce que quand on compte le nombre de pathologies que l'on peut diagnostiquer dans le côlon, le nombre est légion, quoi. Et les polypes représentaient pratiquement 27%, comme vous le voyez là. 27%, c'est énorme. Et je dis que c'est énorme parce que quand je vois les chiffres mondiaux, la proportion que l'on a par rapport aux polypes, adénomes, c'est pratiquement autour de 32%. Et dans les autres pays, dans les pays développés, seulement parce qu'ils ont une prévalence qui nagent autour de 30% de ces polypes, ils ont développé des programmes de dépistage du cancer colorectal. Parce que le polype, vous savez qu'il évolue, c'est une longue histoire. Ça commence par un tout petit polype, généralement, quand il commence, il est tout petit, il fait moins d'1 centimètre, et quand il atteint 1 centimètre, il peut dégénérer. Voilà, donc le polype, vous savez, les autres pays ils trouvent 32%, 30% et ils développent un programme de dépistage parce que le polype a la vocation d'évoluer lentement mais sûrement vers un cancer. Vous voyez, au début, on a un polype adénomateux qui grossit. Une fois qu'il a atteint 1 centimètre et plus, il peut déjà dégénérer en cancer. Donc c'est une longue histoire qui prend 10 ans, parfois plus. Donc, nous, on a 27%, c'est énorme, quoi. Voilà, donc vous voyez, 9% de cancer, 27% des polypes, c'est beaucoup. Et lorsque on s'intéresse à la population qui a développé le cancer, on se rend compte que la tranche d'âge qui domine, c'est plus les patients âgés de 40 à 60 ans. Et c'était beaucoup plus fréquent, bien entendu, chez les femmes. Et donc, vous vous rendez compte que la tranche d'âge de 40 à 60 ans, c'est la période où on est en pleine activité. C'est cette population qui travaille, qui produit pour le pays. Et donc, si c'est cette population qui est concernée par la maladie, vous vous rendez compte quel handicap cela peut poser sur notre économie. Docteur Ngoma vient de le préciser, et très chers téléspectateurs et auditeurs de magazine Genre et Volontariat, sur Kin 24 Télévision et Kin 24 FM, là nous sommes en train de parler du cancer qui touche le gros intestin et l'appareil digestif. Via les diaporamas que vous avez suivis, Docteur Ngoma est en train de présenter ce plaidoyer qui démontre que le cancer qui touche le gros intestin est un problème de santé publique. Et c'est la raison pour laquelle, pour ce magazine, nous sommes en train d'alerter la communauté. Docteur, je sens ceux qui nous suivent être effrayés, mais ils aimeraient savoir quels sont les facteurs à risque qui exposeraient une personne au cancer du côlon. Merci beaucoup. Il y a plusieurs facteurs, plusieurs facteurs de risque qui exposent à développer le cancer. Je vais vous étonner parce que vous allez vous rendre compte que presque toute la population est concernée à un moment de l'histoire, quoi. Puisque le premier facteur, c'est l'âge.
Déjà, les personnes qui sont âgées de plus de 50 ans courent un risque de développer un cancer du côlon. Je vous montrerai des dias qui illustrent très bien avec les études qui ont été menées que le risque commence à augmenter progressivement à partir de 50 ans. D'autres études évoquent pratiquement 45 ans. Vous voyez que on finira tous par atteindre cet âge-là. Voilà, il y a des facteurs héréditaires et à côté des facteurs héréditaires, il y a des gens qui ont des lésions précancéreuses, c'est-à-dire les polypes. Alors par rapport aux facteurs héréditaires, il y a des maladies qui prédisposent à faire le cancer, mais aussi il y a des pathologies dans certaines familles qui prédisposent à faire des cancers. Par exemple, quand quelqu'un est dans une famille où il y a le syndrome de Lynch, la polyadénomatose familiale, je crois qu'on ne va pas entrer dans ces détails pour ne pas embrouiller nos spectateurs, nos téléspectateurs, mais c'est des facteurs de risque qui peuvent être cités. À part ça, il y a des facteurs de l'environnement. Voilà. Avant d'évoquer les facteurs de l'environnement, je vais illustrer avec des diapositives ce que je venais de dire. Vous voyez, par rapport à l'âge, on a un cut-off de 50 ans. Vous voyez que le risque commence à augmenter progressivement à partir de 50 ans. On court déjà le risque de développer un cancer. Et ce risque est d'autant plus élevé chez l'homme en vert que chez la femme en rose. Dia. Et pour illustrer qu'il y a des facteurs, les facteurs génétiques qui prédisposent, vous voyez par exemple, le risque dans la population générale de faire un cancer est de 4% en moyenne. Mais lorsque on voit les gens qui ont 2 parents qui sont atteints d'un cancer du côlon, on se rend compte que chez ces personnes, le risque cumulé est pratiquement de 20% de développer un cancer du côlon. Ou bien lorsqu'il s'agit d'un parent au premier degré qui est âgé de moins de 45 ans. Par exemple, lorsque votre père, votre mère ou un grand frère a développé un cancer du côlon avant qu'il ne puisse atteindre 45 ans, vous courez 20% de chance, ou de risque si vous voulez, de développer un cancer du côlon, un cancer du gros intestin. Donc vous voyez que il y a des prédispositions génétiques et par rapport à ça, on ne peut rien à part la prévention. Il y a des facteurs de l'environnement qui interviennent et qui peuvent être cités, notamment l'alimentation. C'est prouvé aujourd'hui que les gens qui consomment beaucoup de légumes, donc un régime riche en fibres, permet de protéger contre le cancer du côlon, alors qu'un régime trop charné, un régime hypercalorique, prédispose à développer un cancer du côlon. Donc on peut faire attention. Tous ces gens qui aiment de la charcuterie, tout ça, qui mangent tout le temps des saucissons, jambon, il faut prendre ça avec modération parce que c'est un facteur de risque à développer le cancer du côlon. À part ça, il y a d'autres éléments qui peuvent être évoqués. Parmi les facteurs de l'environnement, il y a par exemple l'obésité, qui prédispose. À part ça, on peut citer comme autre facteur, c'est le surpoids, il y a l'obésité. Hein. On peut agir sur ça. Malheureusement, chez nous, l'obésité est un peu perçue comme un prestige, hein, un luxe. On veut prendre du poids pour montrer qu'on est bien, mais on augmente le risque de faire un cancer du côlon. La consommation de tabac, plus on en consomme, plus on est exposé à faire le cancer du côlon. La même chose aussi pour l'alcool. Et les facteurs génétiques, je les ai déjà assez développés. Maintenant, je vais montrer des dias qui vont illustrer que le risque augmente avec l'obésité. Vous voyez sur cette planche, vous voyez là, c'est très très bien illustré. C'est par rapport à la consommation du tabac. Comme je vous disais, plus on en consomme, plus on court le risque de développer un cancer du côlon. Vous voyez là, ce genre-là, il consomme 20 paquets à l'année. 20 paquets à l'année, donc c'est quelqu'un qui consomme au moins un paquet pendant 20 ans. Un paquet par jour pendant 20 ans. Vous voyez, quand on les compare avec ceux qui ne consomment pas. Donc là, vous prenez la première colonne, la première rangée, la deuxième et la troisième. C'est par rapport au tabac. Mais lorsque on
considère l'alcool, la consommation d'alcool. Plus on en consomme, plus le risque est important. Par exemple, ceux qui consomment moins de 10 grammes par jour, vous voyez, ils ont moins de risques que ceux qui en consomment beaucoup plus. Donc, ça illustre suffisamment que l'alcool, le tabac, expose à développer cette maladie. Alors, vous voyez, par exemple, par rapport à l'apport calorique. Donc, il y a des gens qui ont un apport calorique très important. Ils prennent beaucoup de sucreries, ils ont un apport énergétique très important. Et regardez là. Quand on prend le code des couleurs, vous voyez que ceux qui ont un apport beaucoup plus important en sucreries, tout et tout, ils ont un risque plus important par rapport à ceux qui n'en ont pas. Aussi bien lorsqu'on compare ceux qui n'ont pas d'antécédent du cancer que ceux qui ont un antécédent du cancer. Diaporama à l'appui, le docteur Patrick Ngoma est en train de vous démontrer les facteurs qui conduisent au cancer du côlon ou cancer du gros intestin et de l'appareil digestif. L'âge, l'alimentation, tout ça, notre manière de vivre nous expose à développer un cancer. Et la seule manière d'y échapper, c'est le dépistage. Mais docteur, nous passons au dépistage, mais quels sont les symptômes qui décrivent que tel patient est en train de développer un cancer du côlon? Et pourquoi lorsque l'on diagnostique ce cancer, c'est déjà trop tard? Oui, merci beaucoup. Vous savez, la maladie évolue de manière insidieuse. Et c'est ça qui est triste avec le cancer du côlon. Par insidieuse, qu'est-ce que nous devons comprendre? Donc, à bas bruit, c'est infraclinique. Donc, il n'y a pas de symptômes dans la majorité des cas. Et lorsqu'on a les symptômes, généralement, c'est déjà trop tard. Et c'est ça qui est triste. Donc, c'est irréversible déjà? Non, enfin, dire que c'est irréversible, c'est trop dire, puisque ça dépend du stade et des possibilités financières que l'on a pour s'offrir une prise en charge. Vous savez que il y a toujours possibilité de traiter, et s'il n'y a pas de métastases, on peut toujours vivre encore longtemps. Je vous ai dit tantôt que lorsqu'on a des métastases, lorsqu'on calcule la survie à 5 ans, c'est 5%. Donc 95% des personnes sont déjà mortes après 5 ans. Dans les conditions européennes, hein, où on a une prise en charge adéquate, on a toutes les molécules pour la chimio, toutes les chirurgies peuvent être faites facilement, tout ça. Donc vous voyez qu'il y a quand même des gens qui ne meurent pas, quoi. Dans les 5 ans, il y a quand même 5% qui peuvent survivre lorsqu'on leur offre des soins appropriés. Alors, comme symptôme, lorsqu'on découvre la maladie, les signes d'appel, généralement, on a des saignements. Des saignements par l'anus. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent, parce que beaucoup de gens chez nous pensent que quand il y a du sang par l'anus, ce sont les hémorroïdes qui saignent. La majorité des patients chez qui je diagnostique personnellement le cancer du côlon sont déjà traités pendant plusieurs mois, voire années, comme faisant une maladie hémorroïdaire. Et effectivement, certains ont même une maladie hémorroïdaire. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que quand on a déjà saigné par l'anus au moins une fois, il ne faut pas se borner aux hémorroïdes, même si on les voit en train de saigner. Il faut faire une coloscopie pour exclure les autres causes. Et parmi les autres causes figure le cancer du côlon. Vous voyez, à part ça, il y a une altération de l'état général avec un amaigrissement. Le malade peut développer une anémie seulement. On peut avoir une modification du transit. Donc, on a toujours peur de ces gens qui vous disent « Docteur, depuis 3 mois, depuis une année, j'ai remarqué que je suis de plus en plus constipé. » Ou je fais de plus en plus des diarrhées. Quand quelqu'un me dit « Moi, j'ai toujours été constipé depuis que je suis jeune », ça ne m'inquiète pas. Que quand quelqu'un est capable de me dire « Depuis tel moment, je suis de plus en plus constipé. » Donc, c'est une modification récente du transit. Cela doit être exploré par une coloscopie pour s'assurer qu'il n'y a pas un cancer. Quelqu'un qui a une alternance diarrhée-constipation ou qui devient constipé subitement à partir d'un moment,
devrait faire une coloscopie pour exclure éventuellement un cancer du côlon. Voilà, mais le diagnostic peut être posé seulement parce que de manière fortuite, on est tombé sur une métastase au niveau du foie. Vous avez demandé aux patients de réaliser une échographie pour une autre raison et on trouve qu'il y a une lésion focale dans le foie, un nodule. Et lorsqu'on fait la mise au point, on se rend compte que non, c'est une métastase d'un cancer du côlon. Ou bien la maladie est diagnostiquée au décours d'une autre complication, occlusion intestinale. Donc la personne a mal au ventre. La douleur aussi abdominale, c'est un signe d'appel. Hein? Quelqu'un qui a mal au ventre à tout moment, il faut essayer de savoir qu'est-ce qui se passe. Évidemment, on n'allait pas dire que j'ai dit que toute douleur au ventre, ça signifie cancer. Il y a plusieurs choses qui peuvent donner des douleurs au ventre. Hein? Mais parmi ces éléments, il y a aussi le cancer. Une douleur abdominale inexpliquée doit être investiguée. Vous voyez? Alors, quelqu'un peut développer un tableau d'occlusion intestinale, douleur abdominale, ballonnement abdominal, arrêt des matières et des gaz. Donc, tableau typique d'une occlusion intestinale, et ça peut être juste un cancer. Ou une hémorragie, par exemple, importante. Ça peut être juste un cancer. Docteur, lorsque vous êtes en face d'un patient dont vous déclarez il a un cancer du côlon ou cancer du gros intestin, comment vous lui expliquez cette maladie? C'est quoi le cancer du gros intestin? Oui, c'est toujours très délicat de dire à quelqu'un qu'il a un cancer, surtout que les gens savent qu'on n'en guérit pas, même si on peut en guérir, si c'est diagnostiqué tôt. Donc les gens ont déjà eu une certaine considération, des appréhensions sur cette maladie. Donc j'y vais avec beaucoup de tact. Déjà, lorsque je réalise la coloscopie, je prépare les patients. Je dis, il y a possibilité que l'on tombe sur des maladies du côlon, notamment, je lui cite toute une panoplie des maladies. On peut tomber sur des polypes, il faut qu'on les enlève. Si on ne les enlève pas, ça peut évoluer vers un cancer. On peut tomber aussi sur un cancer, ce n'est pas impossible. Voilà. Et lorsque je diagnostique ça, de manière générale, j'évite d'annoncer ça d'emblée. Je leur dis, évidemment, tout dépend aussi de la force morale du patient, de son niveau d'instruction. Je me limite, pour commencer, à dire qu'on a trouvé que vous avez une masse, que vous avez une boule, que vous avez une tumeur, tout dépend, dans le côlon. On a fait des prélèvements, on va analyser au laboratoire. Et c'est le laboratoire qui va nous préciser si la tumeur est bénigne ou bien si c'est un cancer. Mais dans tous les cas, il y a une prise en charge qui vous sera proposée. On doit faire une mise au point. On en discutera. Donc, je le prépare déjà psychologiquement à la possibilité de lui dire que c'est un cancer. Donc, et déjà, je le précise que le traitement pourra être une sanction chirurgicale. Peut-être que ce ne sera pas facile d'opérer et qu'on va nous demander de prendre une chimiothérapie si jamais. Donc, je l'amène déjà à ça. Et puis, moi, de manière générale, c'est au décours d'une consultation d'annonce que je préfère dire que vous avez un cancer. Je m'assure qu'il a déjà été préparé, qu'il est accompagné, tout ça. Voilà. Très chers téléspectateurs, nous sommes avec le docteur Patrick Ngoma, qui est expert dans ce domaine au Centre médical Diamant. Avec le docteur Patrick, il est en train de nous sensibiliser sur le dépistage. Souvent, lorsqu'on diagnostique le cancer, c'est déjà trop tard. Et là, le message important que le docteur Patrick est en train de nous apporter ce soir est de faire un dépistage qui permettrait d'avance d'enrayer cette maladie. Et tous, vous vous posez la question, mais dans le dépistage, qu'est-ce que l'on recherche? Il a parlé de masse, il a parlé de polypes. Le docteur Patrick Ngoma va nous les expliquer. Vous avez un numéro juste là au bas de l'écran. Appelez. Vous avez des questions, envoyez des SMS et vous aurez des réponses. Le dépistage du cancer du gros intestin et de l'appareil digestif est un pas pour rallonger l'espérance de vie. Docteur Ngoma, qu'est-ce que vous recherchez dans le dépistage? Vous avez parlé de masse, vous avez parlé de polypes.
et quel est l'examen que vous faites? Vous avez parlé de gros intestins, vous avez parlé d'anus. Comment s'est fait ce dépistage? Oui, merci. Donc le dépistage, il faut dire qu'il nous permet d'abord de faire un tri entre les personnes qui ont une maladie et ceux qui n'en ont pas. Et ici, il s'agit de faire le dépistage du cancer du côlon. Et le cancer du côlon, je vous disais que c'était une longue histoire qui part des polypes. Et l'histoire peut durer jusqu'à 10 ans. Donc le dépistage nous permet de faire pratiquement un tri entre les personnes qui souffrent d'une maladie et ceux qui n'en souffrent pas. Et ici, il s'agit de dépister le cancer du côlon, donc de voir qui a le cancer et qui n'en a pas. Mais on va plus loin, on sait tous que le cancer du côlon, c'est une longue histoire qui part des polypes. Donc avant que la personne développe un cancer, il développe d'abord un polype, qui est un petit bouton. Quand je dis de manière simple aux patients, je dis que un polype, c'est comme un petit bouton qui naît dans le côlon, que vous voyez là, au dépend de la muqueuse. C'est quoi le côlon, plus précisément, que les téléspectateurs comprennent? Le côlon, c'est le gros intestin, le gros intestin. Et là, dans cette image-là, là où vous avez votre pointeur en rouge, oui. Le pointeur, là, nous sommes dans quelle partie du corps, docteur? Là, on est dans le gros intestin. Donc là, si je veux être précis, beaucoup plus précis, là, c'est le côlon descendant. Vous savez que le côlon, c'est un cadre. Hein? Donc, dans le côlon, donc, vous insérez... qu'est-ce que vous faites pour arriver au niveau du côlon? Oui, on utilise un coloscope. C'est un tube qui est muni d'une caméra avec une lumière que l'on introduit par l'anus après une préparation. Donc on donne au patient une solution de préparation colique qu'il boit et ça lui permet de faire un lavement, le wash-out comme on dit. Et là le côlon est propre. Vous voyez là on ne voit pas des selles. Hein? Donc si la préparation a été bien faite, vous allez avoir un côlon très propre. On introduit donc la caméra, donc le tuyau si vous voulez, avec caméra par l'anus et ça remonte dans tout le gros intestin. Et là, il y a plusieurs maladies qui peuvent être vues, notamment ces polypes. J'ai dit toujours aux patients, c'est comme un petit bouton. Qui grossissent et peuvent dépasser 1 cm. Une fois qu'ils ont atteint 1 cm, ils peuvent déjà dégénérer en cancer. Vous voyez là, c'est pratiquement un cancer qui est circonférentiel, qui est substénosant. Bientôt, ça va créer une sténose. Et les selles ne seront plus passées par là parce que la lumière devient plus petite comparée à cette lumière qui est beaucoup plus grande. Donc les selles vont passer par ici facilement pour aller jusqu'à sortir à l'anus. Mais là, la lumière est devenue très petite à cause du cancer qui va être vraiment obstructif. Docteur Ngoma va introduire une caméra, on peut dire cela. Oui. À partir de l'anus du patient. Oui. Et qu'est-ce qu'il va aller rechercher? Vous verrez une boule qui a la forme d'une tomate au début. Et là, c'est cette boule-là. Mais il faut dire que la tomate, c'est trop grand, hein, mais bon. Bon, là, c'est pour avoir l'image. La tomate est trop grande, mais c'est une petite boule, pour avoir l'idée, qui va même boucher là où sortent les matières fécales, si nous devons être précis par rapport au terme. Et commencent les problèmes. Vous allez parler d'hémorroïdes, vous avez des difficultés d'aller faire les selles. L'une des causes peut être ces polypes. Donc, le docteur est en train de nous expliquer, ces polypes sont des masses, cette masse charnue qui se loge dans le gros intestin. Pour ceux qui ne savent pas, à partir de l'anus, quand vous entrez par cette paroi, vous qui mangez souvent les tabacs, donc on peut parler de ça, les intestins. Oui, les intestins, vous qui mangez les tabacs, imaginez-vous les dedans des tabacs. Quand il y a un tabac, donc ils ont le rôle à quand il y a un tabac. À partir de l'anus, ce que maladie que vous vendez, on a pas tout mis comprendre bien. Il y a un hémorroïde, nazana moana qui ne nzongoine nezate
eza moi boulwana ndezo ça la problème ana grâce à centre médical Diamant ba caméra na bango ya makasi toza na kati bozo mona ba mbuma wana. Donc docteur, vous pouvez continuer. Là c'était juste pour une précision. Oui, mais je veux préciser que le polype c'est très différent des hémorroïdes, hein. Il y a des gens qui ont des hémorroïdes et il y a des gens qui ont les polypes et des gens qui ont les deux à la fois. Ici chez nous, quand les gens voient le sang, tout le monde pense que c'est des hémorroïdes. Non, ça peut être justement un cancer comme celui-là. Vous voyez, ça c'est ulcéré, c'est rouge, ça saigne. Oui, la personne dirait que moi, quand elle verra le sang, elle dira que j'ai des hémorroïdes. Et surtout si par malchance, le hasard fait qu'elle a réellement des hémorroïdes. Hein, moi j'ai plusieurs patients, c'est ça l'histoire. Hémorroïdes, traités pour des hémorroïdes, mais en réalité c'est des cancers qui saignent. Et j'ai des patients qui peuvent témoigner. Voilà, le docteur est en train de nous expliquer. Oui, docteur, vous pouvez poursuivre. Voilà, donc pour ceux qui aient des polypes, il faut dire que c'est très fréquent. C'est pas tout polype qui va évoluer vers un cancer, mais on a 10% des polypes qui évoluent, qui vont avoir une taille qui va dépasser 1 cm, et un quart de ceux qui ont dépassé 1 cm vont dégénérer en cancer. Et les polypes, c'est fréquent. Je vous ai dit, en moyenne, les chiffres dans les publications au monde, c'est dans les 32%. Hein, et chez nous, mon expérience personnelle, ça nage autour de 27%. Il est démontré que les personnes âgées de 65 ans, de plus de 65 ans, un tiers de ces personnes ont des polypes. Donc si vous avez déjà 65 ans, vous avez 33% de chances d'avoir un polype. Et les polypes, généralement, ils saignent de manière intermittente et de manière occulte. Donc, de manière générale, on ne voit pas ce sang. On peut regarder la couleur des selles, on dit que non, mais mes selles sont jaunes, c'est normal. Mais pourtant, ça saigne de manière occulte. Il y a des examens que l'on fait dans le cadre du dépistage qui permettent de rechercher le saignement occulte. D'ailleurs, c'est la première étape lorsqu'on organise le dépistage. C'est rechercher, parce qu'on ne peut pas faire d'emblée une coloscopie chez tout le monde. Je vous ai dit que quand on a déjà 45 ans, 50 ans, on a 4% de chances d'avoir un cancer du côlon. Donc, on ne va pas prendre d'emblée toutes ces personnes-là et dire, on fait une coloscopie. En termes de santé publique, c'est difficile. Alors, dans le dépistage, on recommande à toute personne qui a déjà atteint 50 ans, d'autres programmes disent 45 ans. Chez nous, on n'a pas de données. Mais j'ai tendance à proposer personnellement que ceux qui ont 45 ans puissent se faire dépister, puisque chez nous, le diagnostic du cancer est posé chez des gens très jeunes, alors qu'ils ont 40 ans, parfois en moins. Et donc, ces gens-là doivent faire, comme première étape, une recherche de sang occulte dans les selles. Lorsque la recherche de sang occulte dans les selles est positive, ça signifie qu'il y a sûrement un polype qui est en train de saigner. Et on recommande à ces personnes de faire une coloscopie. Donc, la stratégie lorsqu'on organise le dépistage est basée sur le niveau de risque. Il y a 3 niveaux de risque, diapositive. Des gens qui ont un risque moyen, des gens qui ont un risque élevé et des gens qui ont un risque très élevé. Vous voyez ceux qui ont le risque moyen, c'est 75%. C'est pour avoir un risque moyen de développer un cancer du côlon, il suffit d'être âgé d'au moins 50 ans. J'ai dit tantôt que chez nous, je proposais, comme cela est fait dans d'autres pays, qu'on parte de 45 ans parce que le diagnostic du cancer est posé tôt, chez des gens qui ont même 40 ans. Alors, rien que l'âge vous donne le risque de faire le cancer, qui varie entre 3 à 5%. Alors, ceux qui ont un risque élevé, c'est ceux-là qui ont des antécédents, soit personnels ou dans leur famille, de polypes. Donc, si on a diagnostiqué un polype chez votre frère, vous courez aussi le risque d'avoir un cancer. Et donc, vous courez le risque d'avoir des polypes et donc un cancer. Vous devez aussi faire une coloscopie pour rechercher éventuellement un cancer. Il y a des gens qui ont des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, on ne va pas entrer dans ces détails, ou bien des maladies génétiques qui exposent vraiment à un cancer tel que la polyadénomatose familiale ou le syndrome de Lynch. Ces gens-là, ils ont un risque très élevé de développer le cancer. Donc les gens qui ont un risque moyen, ce qu'on leur recommande de faire, c'est la recherche des sangs occultes dans les selles. Alors que ceux qui ont un risque élevé,
ils doivent d'emblée faire une coloscopie. Et ceux qui ont un risque très élevé, ils doivent suivre un programme très spécifique chez non seulement un gastro-entérologue, mais aussi des spécialistes en oncogénétique. Et lorsqu'on fait une endoscopie chez eux, on utilise obligatoirement une chromo-endoscopie. Donc on doit utiliser des colorants parce qu'on ne doit pas se permettre de louper un polype chez ces gens-là. Voilà, très chers téléspectateurs, le docteur Ngoma est en train de nous sensibiliser. La seule manière d'éviter d'avoir le cancer du côlon, c'est le dépistage. Vous avez vu les risques. C'est une maladie qu'on ne sait même pas quand elle arrive, mais lorsqu'elle est déjà arrivée, elle fait beaucoup de dégâts. Vous avez des symptômes, vous ressentez des choses, non, tel que je suis là, je suis constipé depuis 3 mois, je ne vois pas mes selles, quand je vais faire les grands besoins, je vois du sang. Raison pour laquelle vous devez vous faire dépister. Au moins là, vous êtes sûr. Docteur, nous tendons déjà vers la fin de notre entretien, si passionnant. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage dans ce numéro du magazine Genre et Volontariat? Oui, merci. En guise de conclusion, ou pour chuter, comme vous voulez, je dirais à tous ceux qui nous suivent que nous avons lancé un programme de dépistage du cancer colorectal au centre médical Diamant. Et depuis qu'on l'a lancé jusque-là, nous avons diagnostiqué des polypes et réséqué ces polypes, comme vous voyez sur la vidéo qui passe, chez pratiquement 31% des patients qui se sont présentés. 2% de ces patients avaient un cancer du côlon et ont été pris en charge. Le cancer colorectal concerne une population assez jeune ici chez nous. Généralement, on peut saigner ou on a des troubles de transit. Arrêtez de dire que vous avez l'amibe chronique, ça n'existe pas. Faites-vous une coloscopie pour qu'on s'assure que vous n'avez pas un cancer. Arrêtez de vous borner sur les hémorroïdes. Beaucoup de gens perdent le temps pendant des mois, des années à se faire soigner pour des hémorroïdes au lieu de faire d'abord une coloscopie et exclure un cancer du côlon. Et pendant ce temps, la maladie évolue et lorsque le diagnostic est posé, généralement c'est trop tard. On peut diagnostiquer le cancer tôt, on peut vous offrir une prise en charge adéquate qui ne va pas coûter cher. On peut poser le diagnostic des polypes, les enlever et vous mettre à l'abri du cancer du côlon. Merci. Mais docteur Ngoma, mais il y a un élément qui nous frappe. Pourquoi Diamant s'élance dans la campagne de sensibilisation contre le cancer du côlon? Mais il y a beaucoup de maladies, il y a beaucoup d'autres maladies. Oui, c'est pas que le cancer du côlon. Moi, je parle du cancer du côlon aujourd'hui. Oui. Mais Diamant, dans sa politique de médecine promotionnelle, a d'autres programmes de dépistage. Hein. Il y a des check-ups qui se font à des tarifs promotionnels, le dépistage des maladies du foie que l'on fait, du cancer du sein, tout ça. Mais moi, je parle pas de ça. Mais le cancer du côlon, le dépistage, Diamant a les capacités techniques, médicales et expertise pour pouvoir les dépister. Oui, puisqu'il faut faire le sang occulte dans les selles, ça se fait. Il faut faire des coloscopies avec polypectomie, ça se fait. Comment se passe une coloscopie? La coloscopie se passe, d'abord il y a une préparation, on fait un régime sans résidus pendant 3 jours, donc on ne mange pas de fruits, pas de légumes, donc c'est un régime sans fibres, un régime constipant si vous voulez. La veille ou le matin de l'examen, si l'examen sera réalisé dans l'après-midi, le patient prend une solution de préparation colique. Généralement, on utilise soit du Moviprep ou bien du Clean Phosphosoda. Ceci permet de laver le côlon de toutes les selles, de vider. La personne fait vraiment une diarrhée assez importante pour que le côlon soit propre. Et lorsque le malade est là pour l'examen, il est pris en charge par aussi un anesthésiste. On préfère endormir les patients. Et on utilise, comme on a expliqué, un endoscope qui est muni d'une caméra qu'on introduit par l'anus pour aller explorer le côlon et réséquer les polypes si jamais. Et lorsqu'on fait la résection du polype,
On utilise des ondes diathermiques, donc connectées à un bistouri électrique, qui passent dans le canal opérateur de l'endoscope. On n'ouvre pas le ventre en tout cas. Et d'ailleurs, après la coloscopie, même si on a fait la polypectomie, le patient est renvoyé chez lui. Hein. Et donc, en une journée, tout est fait. Après-midi, vous voulez dire, ou bien en une matinée? Donc, c'est une rapide. demi-journée, ça suffit. Enfin, une coloscopie, c'est 15 minutes. Hein. Enfin, on peut aller jusqu'à 30 chez certaines personnes, surtout lorsqu'on a enlevé des polypes. Oui, en 30 minutes, tout est fait. Donc, en 3 jours, vous mangez les légumes. Non, un régime sans fibres, c'est ça que vous avez dit. Oui. 3 jours, vous faites un régime sans fibres. Oui. Qu'est-ce que nous devons comprendre par régime sans fibres? Donc, on ne mange pas de fruits, on ne mange pas de légumes, on ne mange pas des... Le foufou, on peut manger. De la viande, on peut manger. Oui, tout à fait. Mais pas de légumes. Ceux qui n'aiment pas les légumes seront ravis. Et après ces 3 jours... Non. Il ne faut pas qu'ils puissent faire la fête parce qu'il faut aimer les légumes parce que ça vous protège contre le cancer du côlon. Il faut manger beaucoup de légumes. Tout à fait. Et après ces 3 jours d'un régime spécial, vous revenez auprès de votre médecin ici à Diamant. Voilà. Un dernier mot pour nous séparer. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage dans ce magazine, Docteur Patrick Ngoma? Arrêtez de faire l'Autriche. Faites-vous diagnostiquer. Faites-vous dépister. Vous avez déjà 45 ans. Demandez une coloscopie de prévention pour que on puisse vous mettre à l'abri de cette maladie qui peut toucher tout le monde. Merci. Alors, comme symptôme, lorsqu'on découvre la maladie, les signes d'appel, généralement, on a des saignements. Des saignements par l'anus. Arrêtez de faire l'Autriche. Faites-vous diagnostiquer. Faites-vous dépister. Vous avez déjà 45 ans. Demandez une coloscopie de prévention pour que on puisse vous mettre à l'abri de cette maladie qui peut toucher tout le monde. La mortalité est très importante. Vous savez, cette maladie a plusieurs stades. De manière générale, elle est diagnostiquée à un stade avancé, le stade 4, donc avec des métastases. Vous allez vous rendre compte que après, lorsqu'on calcule la survie à 5 ans, pratiquement 95% des personnes diagnostiquées sont décédées après 5 ans.